Une acquisition plus coûteuse qu'il n'en a l'air. Un château de noble. Arabelle n'aurait jamais cru que le simple fait de manger devant une caméra l'aurait aidé à devenir millionnaire un jour. Elle et Doudou, son fiancé, allaient enfin sortir de la pauvreté et réaliser tous leurs rêves. Le premier d'entre eux était d'acheter une immense propriété afin de montrer à tous ses abonnés sa réussite. Ils s'adressèrent donc à une agence immobilière connue qui n'était nulle autre que l'une des nombreuses succursales de l'agence de Stéphane Plaza, célèbre agent immobilier. Une nouvelle recrue fut chargée de l'accompagnement d'achat de Arabelle, car aucun des autres salariés ne voulait s'en charger dû à la réputation de cette cliente pas comme les autres, signifiant par là, pour des motifs de grossophobie et de racisme, car Arabelle était africaine et obèse. Ce fut donc Martin Maurice, nouvellement employé de l'agence, qui était donc désigné pour trouver la demeure de rêve de ces individus indignes d'intérêt. Martin leur présenta donc plusieurs habitations, mais c'étaient des maisons pour la plupart insalubres ou dans des quartiers mal famés, car les collègues de Martin lui avaient bien fait comprendre qu'aucun propriétaire ne serait d'accord de leur concéder leur propriété qui était située dans des quartiers bourgeois et huppés. Ils avaient beau être millionnaires, l'argent ne pouvait pas acheter le privilège de vivre avec des personnes d'une caste sociale supérieure. Généralement, la bourgeoisie française détestait les parvenus qualifiés de nouveaux riches, et particulièrement s'ils étaient noirs. La tâche s'avérait plus que difficile, mais Martin Maurice voulant faire ses preuves et persévérait assidûment. Pris de pitié pour lui, l'un de ses collègues lui glissa discrètement un dossier sur son bureau sans mot dire et s'en alla comme si de rien n'était. Martin ouvrit le dossier et vit qu'il s'agissait d'un état des lieux d'un château de Renaissance isolé sur 4 hectares de terrain. Le domaine était inhabité depuis 10 ans, et de récentes rénovations avaient été faites, mais le plus bizarre était qu'à chaque fois que de potentiels acquisiteurs avaient signé un préavis d'achat, ils y renonçaient une dizaine de jours plus tard sans aucune raison. Mais cette fois-là, les propriétaires avaient soumis une clause pour le futur achat. Le prochain achat se ferait sans préavis et serait définitif dès la signature, faisant abroger le processus de promesse de vente pour passer à l'achat directement sans possibilité d'annulation. Martin trouva cela étrange, mais voyant qu'on lui avait donné le dossier de manière secrète, il savait qu'il ne pouvait pas poser de questions. Il contacta Arabelle pour lui proposer une visite des lieux en lui vantant la magnificence et la notoriété des lieux. Le château étant à l'origine construit par un baron français, il jouissait d'une certaine noblesse tant architecturale que par son aura. Martin procéda à la visite des lieux et lorsque Arabelle et Doudou virent tout ce luxe aristocratique, malgré une évidente obscurité dans l'ambiance des lieux, ils tombèrent immédiatement sous le charme du domaine et sans trop lire les petits paragraphes concernant l'absence de rétractation dans actes notariés, ils signèrent immédiatement pour un montant qui semblait plutôt peu, compte tenu des lieux, c'était tout de même l'équivalent des 2/3 de la fortune d'Arabelle. Cette dernière s'en fichait royalement et avait organisé leur déménagement dans la foulée tout en ne cessant de faire des vlogs et des live-streams avec ses abonnés pour leur montrer à quel point l'endroit était magnifique et qu'elle était désormais Madame la bourgeoise. Pendant les premiers jours où elle jouait à la châtelaine, tout se passait normalement, puis elle remarqua plusieurs commentaires de certains de ses abonnés lors des lives qui la fit frissonner. Ces derniers l'avertissaient de faire attention car le château avait mauvaise réputation et il était dit que celui-ci était hanté. Arabelle, bien que superstitieuse et peureuse, ne se laissa pas démonter par ces commentaires et préféra les mettre sur le compte de la jalousie. Mais les jours qui suivirent, elle et Doudou commencèrent à s'apercevoir de plusieurs anomalies. Au début, il ne s'agissait de rien de grave comme des bruits de portes et de fenêtres ou encore de meubles que l'on déplace, puis commença des bruits de pas alors qu'ils n'étaient censés être que tous les deux à des heures où les femmes de ménage étaient déjà passées et n'étaient plus présentes dans le château, vint ensuite des murmures, des rafraîchissements soudains dans les pièces où ils se trouvaient, et plus intenses, des bousculades physiques et des coups. Arabelle recontacta Martin Maurice au bout de 20 jours, ce qui était un record, mais lorsque celui-ci lui annonça l'impossibilité de révoquer l'achat, elle et Doudou furent désemparés. Ils décidèrent donc de plier bagages et d'aller vivre chez des amis en attendant de trouver une autre solution. Martin leur ayant avoué l'historique des lieux au sujet des nombreux abandons d'achats et de la réputation des lieux qui faisait que personne n'y avait habité depuis une dizaine d'années, ils étaient coincés. Cependant, ayant pitié d'eux, il leur suggéra en attendant de louer l'endroit pour des événements et des visites pour tenter de renflouer leur investissement jusqu'à un potentiel achat.
Arabelle, dépitée par la situation, accepta l'idée et ainsi fut fait. Visite et légende urbaine. Lana, Roman et Rose étaient amies depuis 2 ans, elles s'étaient rencontrées lors d'un Erasmus en Irlande et avaient bien sympathisé, restant en contact depuis. Elles ne s'étaient pas revues depuis leur séjour et avaient prévu de le faire à l'occasion d'une fête que le père de Lana avait organisée. Celui-ci, étant un ancien motard, avait décidé de réunir toute sa bande de vieux routards pour des retrouvailles festives. À cette occasion, il avait donc loué un lieu qui aurait suffisamment de place pour accueillir tout son petit monde, le château d'Arabelle. Le père de Lana, n'étant ni au courant de la légende du lieu ni croyant des événements paranormaux, n'avait pas hésité vu le très bas prix du coût de la location pour un week-end de 2 jours. Les filles en avaient donc profité pour taper l'incruste et du même coup se revoir après tout ce temps. Roman était venue avec sa sœur qui en connaissait un rayon sur la légende du vieux château, elles avaient donc hâte de faire une visite horrifique des lieux. « Coucou les filles !» s'exclama Rose en arrivant dans la cour du château et s'élançant vers ses amis. « Salut !»« Comment tu vas ?» s'exclama Lana avec enthousiasme. « Ça fait trop plaisir de te revoir !» enchaîna Roman. Les trois s'embrassèrent, pleines de joie qu'elle était de se retrouver. « Je te présente ma sœur Alice, » dit Roman. « Enchantée Alice, » répondit Rose. « Contente de te connaître, » dit Alice à son tour. « Au fait, vous connaissez la rumeur qui court sur cet endroit ?» enchaîna-t-elle. « Oh non, ne recommence pas avec ça. » s'agaça Roman en levant les yeux en l'air. « Ah mais laisse-moi les informer. » rétorqua Alice. « Attendez, » interrompit Lana, « venez installer vos affaires d'abord. » Les 4 filles pénétrèrent dans le château et furent estomaquées par l'architecture d'intérieur plutôt baroque, ancienne époque de style luxe obscur et gothique. Du hall d'entrée, elles pouvaient voir l'immensité des lieux et ressentir l'ambiance pesante et effrayante. Elles déposèrent leurs affaires dans un vestibule proche de l'entrée puis commencèrent la visite des lieux en commençant par le rez-de-chaussée. Tandis qu'elles visitaient tour à tour, le grand salon, la grande salle à manger, les cuisines et les diverses pièces attenantes qui les reliaient, Alice, la sœur de Roman, revint à la charge. Ce château a été construit par un baron français qui était autoritaire. Il a fait enfermer sa fille dans une pièce du château, il paraît, et on ne l'a jamais revue vivante, on ne sait même pas ce qu'elle est devenue, raconta-t-elle sur un ton mystérieux. « Oh mais arrête !» s'énerva Roman, « tu veux nous faire flipper ?» Mais c'est ce qui se dit, et en plus il paraîtrait qu'il y aurait un couloir caché dans les murs qui amènerait à une pièce mystérieuse, mais on ne l'a jamais trouvée, acheva-t-elle. Les filles se regardèrent terrifiées et fascinées à la fois. Elles continuèrent ainsi la visite dans les étages, les chambres, les salles de bain tout en essayant de tâter les murs ou de regarder derrière les tableaux pour découvrir d'éventuels passages secrets. Au détour d'un couloir, elles rencontrèrent le père de Lana qui sortait d'une chambre dans laquelle il avait visiblement fait une sieste. « Bonjour les filles. Vous faites la visite des lieux ?» demanda-t-il. « Oui monsieur. » répondirent-elles en chœur. « Dis donc papa, c'est pas bientôt l'heure de l'arrivée de tes invités ?» questionna Lana. « Exactement, c'est pour ça que je me suis réveillée, je vais donc filer me préparer à les accueillir, » dit-il, « promenez-vous bien et à tout à l'heure. »« À plus tard. » dirent les filles. Elles continuèrent donc leur périple d'investigation mais après quelque temps, elles en vinrent à la conclusion qu'elles ne parviendraient pas à trouver le fameux passage secret, elles se résignèrent donc à redescendre mais quand elles descendirent l'escalier, Rose qui frôlait le mur avec sa main, sentit tout à coup sous ses doigts une brique s'ébranler légèrement. « Attendez !» s'exclama-t-elle aux autres qui étaient devant. Elle se tourna vers le mur et continua de bouger les briques sous les yeux éberlués des filles puis soudainement elle trouva la combinaison de briques qui bougèrent synchroniquement, ouvrant ainsi un pan de mur à semi-hauteur, à peine de quoi passer une tête. Lana appela rapidement son père pendant que les filles allumèrent toutes leurs lampes torches de téléphone pour entrevoir ce qui se trouvait derrière. Le temps que le père de Lana arrive, les filles purent apercevoir un long couloir sinueux extrêmement sombre rempli de toiles d'araignée. Pressentiment et intrusion. Lorsque le père de Lana arriva devant le passage secret, il fut tout excité, essayant de passer la tête dans le trou et à essayer de regarder où cela pouvait mener, puis oubliant totalement qu'il avait seulement loué le château, se dépêcha d'aller prendre une massue qu'il avait toujours dans sa boîte à outils.
On ne sait pour quelle raison, et commença à défoncer la partie du mur qui ne s'ouvrait pas. Lana hurla sur son père. « Papa! Qu'est-ce que tu fais? Tu vas perdre la caution. » « C'est pas grave ma louloute. Peut-être que si on fait une découverte historique ça remboursera les dégâts. » Déclara son père, entrant et dans l'action de démolition du mur. Lorsqu'il eut fini, il alla chercher une lampe frontale, mais les filles n'attendirent pas son retour pour commencer à explorer le couloir qui s'apparentait plus à un long tunnel, avec leurs torches et de téléphone. Tout en balançant leurs bras pour se frayer un chemin parmi les toiles d'araignée, elles avançaient péniblement tentant de voir là où cela menait. Il y faisait chaud, étouffant mais malgré tout respirable car on ressentait une vague d'air venant du fond. Tout à coup une lumière brillante provenant de derrière elle avec la voix du père de Lana, les interpellant soudainement, ce qui les fit sursauter alors qu'elles étaient en pleine angoisse au fur et à mesure qu'elles évoluaient dans l'obscurité. Lana engueula son père lorsqu'il les rejoignit et il les dépassa, en se mettant d'autorité en tête de marche. Le petit groupe explora les méandres obscurs du couloir, puis ils arrivèrent dans une pièce sombre où des flambeaux accrochés au mur, s'embrasèrent soudainement sans aucune intervention humaine. Tout le monde sursauta. Devant eux se trouvait un renflement dans le mur, celui-ci devait mesurer 1,60 m en partant du sol. Le petit groupe recula de peur, mais Rose se sentait attirée pour une obscure raison par le renflement. Elle s'approcha et tendit sa main pour le toucher, elle sentait une chaleur douce qui en provenait mais quand elle l'avait presque effleuré, Roman lui tira le bras. « Rose. Qu'est-ce que tu fous? N'y touche pas. » Rose sortit brusquement de la léthargie dans laquelle elle avait commencé à plonger, puis tout à coup, le renflement se mit à respirer faisant un bruit de soupir sauvage de frustration. Sous le choc, tout le monde se mit à hurler et ils firent immédiatement demi-tour et cavalèrent jusqu'à l'entrée d'où ils étaient arrivés. Ils sautèrent du trou presque en se bousculant, essoufflés, les cheveux et les vêtements envahis de toiles d'araignée. « Bordel! C'était quoi ça ?» dit le père de Lana complètement abasourdi par ce qui venait de se passer. « Je ne sais pas mais personne ne retourne là-dedans et surtout il faut trouver un moyen de reboucher le trou, » conclut Alice. Ils se mirent tous d'accord là-dessus et se mirent à la recherche de quelque chose qui ferait l'affaire. Ce fut Alice qui trouva une grande planche dans la cuisine de la taille d'une porte. Ils la portèrent tous ensemble et quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'arrivés devant le trou, celui-ci s'était alors rebouché tout seul, ne restait que la petite fente des briques par laquelle on pouvait à peine passer la tête. Ils se regardèrent tous sans comprendre mais saisissant cette chance, ils refermèrent la combinaison de briques, redescendirent la planche à la cuisine puis d'un commun accord décidèrent de se taire au moins le temps de la fête qui allait bientôt commencer. Les filles allèrent se doucher avec la boule au ventre et tentèrent de passer à autre chose. Mais le reste de la soirée ne se passa pas comme prévu. Les amis du père de Lana arrivèrent en cohorte de motos qui vrombissaient tout en même temps, comme un cortège mafieux, et certains étaient venus avec leurs enfants. Lana et Roman se proposèrent en baby-cité afin de se changer les idées, tandis que Alice et Rose décidèrent d'aller explorer de leur côté d'autres pièces inexplorées du château, telles que la bibliothèque. « Tu penses que l'on pourrait trouver des informations intéressantes dans la bibliothèque ?» demanda Rose. « Je ne sais pas, mais toi aussi tu es comme moi, tu n'arrives pas à te retirer ce qui s'est passé de la tête, » répondit Alice. « Bien sûr que non. Comment peut-on faire comme si de rien n'était ? Le renflement en lui-même est tellement bizarre, il est à taille humaine. » Exactement, je me suis fait la même réflexion, c'est comme si quelque chose voulait en sortir, et quand Roman t'a empêché de l'atteindre, tu as entendu le soupir de frustration ? Continua Alice. Clairement. C'était effrayant. Que se serait-il passé si je l'avais touché ? Enchaîna Rose, j'en ai des frissons, en plus nous aurions pu rester enfermés de l'intérieur. Mais grave. Depuis quand un mur se reconstruit tout seul ? C'est comme si la maison elle-même était vivante. Acheva Alice. Les deux jeunes femmes se regardaient avec un air terrifié. Arrivées dans la bibliothèque, elles commencèrent à farfouiller ici et là mais ne trouvèrent rien de significatif. Alors qu'elles étaient toutes à leurs affaires, elles entendirent des cris d'enfants retentir. Elles se précipitèrent à l'origine des cris et virent dans le salon tout le monde rassemblé et effrayé devant la cheminée allumée. « Qu'est-ce qui se passe ? » demanda Alice. La cheminée s'est allumée toute seule, et ensuite on a entendu un grognement horrible venant de tous les côtés. Répondit Roman.
Mais c'est QI c'est foutoir MEC, demanda un ami du père de Lana. Je ne sais pas, je crois que ce putain de château est hanté, répondit ce dernier. Quoi? Tu pouvais pas nous trouver une baraque normale? Franchement c'est flippant mec. Doucement. Calme-toi, pour l'instant y a pas de blessés, on peut cohabiter avec un fantôme pendant 2 jours c'est pas la mort, dit-il. Tout le monde se calma, et les réjouissances continuèrent avec une certaine tension malgré tout, chacun restant sur ses gardes. À la recherche de la vérité. Nuit agitée et cauchemar terrifiant. La fin d'après-midi arriva et il fut temps de souper. Le père de Lana ayant bien fait les choses avait pris soin de faire venir un traiteur qui les avait sustentés tout au long de la journée. Cependant, connaissant les rumeurs qui circulaient dans le domaine, il avait accepté d'honorer sa prestation qu'à la condition qu'il parte avant la tombée de la nuit. À 17h30, le dîner fut donc servi dans la grande salle. L'ambiance s'était un peu détendue et le fait que tout le monde était réuni dans la même pièce donnait un faux sentiment de sécurité. Le souper fut léger et rapide et une fois terminé, le traiteur nettoya et rangea toute la vaisselle et ses ustensiles puis s'en alla rapidement, voyant les derniers rayons de soleil s'éteindre dans l'horizon. Il fut convenu que tous les enfants dormiraient dans la plus grande chambre à l'étage avec les filles, tandis que les hommes resteraient dans le grand salon tous ensemble comme une pyjama partie séparée. Tout le monde se prépara pour la nuit et les filles récupérèrent des matelas dans les autres chambres qu'elles installèrent par terre dans la grande chambre. Puis après s'être installées, elles racontèrent tour à tour des histoires enfantines pour les endormir, même si au fond d'elles, une petite angoisse subsistait à cause de tous les événements de la journée. Et les filles, chuchota Lana, vous allez arriver à dormir vous pensez? T'es dingue? Murmura Alice, moi jamais je dors dans un endroit comme celui-là, après tout ce qu'on a vu. Je vais faire semblant de fermer les yeux mais au moindre bruit je me mets en position de défense. PFF. Pouffa Romane, qu'est-ce que tu racontes? Tu es la première à ronfler, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse tempête, et le pire c'est que personne n'arrive à te réveiller même s'il y avait un incendie. Se moqua-t-elle de sa sœur. Elles rigolèrent en silence tout en chœur, permettant de détendre l'atmosphère tendue qu'elles ressentaient au fond d'elles. Et comme dit, comme fait, après quelques instants de discutaillade, on entendit le ronflement sonore d'Alice qui retentissait dans toute la pièce. Rose, Romane et Lana se mirent à la filmer pour mieux se moquer d'elle le lendemain matin, puis après elles finirent par se relaxer, emmitouflées dans leurs draps. Rose qui était parvenue à s'endormir malgré tout, un quart d'heure plus tard, se retrouva à faire un rêve lucide où elle se voyait courir terrifiée, dans les couloirs du château, elle était visiblement en train de fuir quelque chose ou quelqu'un. Au loin, elle voyait se rapprocher une silhouette, celle d'un homme aux allures d'ancienne époque, visiblement échevelé et débraillé, comme s'il venait de s'interrompre de se déshabiller. Il devait avoir la cinquantaine et en avait de toute évidence après elle. Rose se retrouva rapidement coincée dans l'angle d'une pièce, et l'homme la rattrapa et coinça ses bras avant de forcer un baiser goulu qu'elle tentait de repousser, de son autre main. Il toucha des parties de son corps de manière avide et sans délicatesse jusqu'à arriver à soulever sa robe qui avait l'air d'une chemise de nuit plutôt légère et transparente, il la transperça de ses doigts, la faisant halter à chaque va-et-vient, puis il lui murmura à l'oreille, « Tu es la prochaine. » Soudainement, un cri perçant retentit dans la pièce réveillant brutalement tout le monde, Rose y compris qui était dans un état de semi-conscience, en sueur, se rendant compte que son entrejambe était abondamment mouillée. Elle reprit tout de même Constance pour comprendre qui avait crié et pourquoi. Lana, Romane était déjà réveillée, et lorsque Rose se tourna vers elle, elle constata qu'elles étaient pétrifiées, les yeux au plafond, elle se tourna alors dans la direction qu'elles observaient et vit alors qu'une masse immense et informe avait pris possession du plafond en ayant un aspect visuel d'un visage terrifiant. Cette entité avait créé un renflement dans le mur qui était descendu jusqu'à la moitié de la pièce, comme si le visage maléfique se rapprochait pour les observer. Tout à coup deux mains fantomatiques surgirent de part et d'autre du visage, sur le point de les atteindre, tout le monde hurla en même temps, et on entendit les bruits de course de pas des hommes qui arrivaient précipitamment, montant les escaliers et franchissant le couloir. Ce qui eut pour effet de faire reculer rapidement l'entité qui s'évapora après avoir rétabli le mur du plafond tel qu'il était à l'origine. Lorsque la porte s'ouvrit à toute volée, laissant pénétrer le père de Lana et ses amis routards, tout était revenu à la normale à part les enfants qui pleuraient et hurlaient de peur. Les papas récupérèrent leurs enfants et les filles tentèrent d'expliquer ce qui s'était passé.
Il fut alors décidé que tout le monde resterait en bas dans la même pièce pour le reste de la nuit. Recherche approfondie dans les archives. Le lendemain matin, sur les coups de 9 heures, tout le monde se réveilla avec un air groggy, du fait de la consommation d'alcool pour certains, et de manque de sommeil pour d'autres. Le traiteur ayant fait sa réapparition sur les coups de 8 heures, l'instant du petit déjeuner avait sonné. Les visages mal embouchés des enfants comme des plus grands, suffit au traiteur pour savoir qu'ils avaient dû passer une nuit d'enfer. Pendant le petit déjeuner, Rose se remémora son étrange rêve qui avait précédé la scène paranormale et se demandait ce que cela pouvait bien signifier. L'esprit en avait-il après elle? Ou s'agissait-il d'autre chose? Il lui fallait des réponses. Bon sang si tu voyais ta tête rose. À faire pâlir un mort, plaisanta Romane. TSS, t'as vu la tienne? Rétorqua-t-elle, de toute façon ce matin on a tous une tronche de cake mal cuit, surtout après cette nuit. C'est sûr. Je crois que l'on n'est pas près d'oublier ce week-end terrible, dit Lana. Merci à mon cher papa d'avoir loué le château de Satan, dit-elle en le regardant l'air énervé. Désolée ma petite chérie, je présente mes excuses à tout le monde ici, mais ceux qui me connaissent savent que je suis à la base un pur cartésien, je n'aurais jamais pensé tout ce que nous vivons actuellement possible dans le monde réel. Tes incroyances sur le monde spirituel a volé en éclats depuis hier je pense, rajouta l'un de ses amis. Totalement, continua le père de Lana, qui en profita pour raconter à ses amis leur découverte terrifiante du passage secret, du renflement dans le mur et des briques qui se reconstruisent toutes seules. Pendant ce temps, Rose se tourna vers Alice et lui demanda. « Et Alice, tu penses que l'on peut trouver des documents sur l'ancien propriétaire aux archives de la ville ?» Excellente idée, dit-elle en finissant d'avaler son café, on se prépare et on y va. Super, répondit Rose. Après s'être rapidement douchée et habillée, elles filèrent, prenant la voiture d'Alice, Romane et Lana préférant rester pour garder les enfants. Elles arrivèrent aux archives et expliquèrent à la réception ce qu'elles recherchaient. Le château étant bien connu dans la région, on les conduisit à une salle spéciale réservée aux recherches sur les habitations, lieux et personnes du XIXe siècle, puis on leur mit à disposition toutes sortes de documents uniquement consultables sur place. Ainsi elles apprirent que l'homme qui avait fait construire le château s'appelait le baron Georges de Rambourg, il était marié à une certaine Agnès de Fontvoy. Il était très riche et avait fait fortune dans l'investissement industriel. C'était aussi l'un des derniers aristocrates qui avait ardemment lutté en faveur de l'esclavage et qui possédait encore des esclaves à son époque de façon illégale. Mais comme il finançait certains réseaux politiques, on lui laissait certains passe-droits et fermait les yeux sur certaines de ses activités illégales. C'était un homme d'influence très puissant. Rose tomba cependant sur des articles de presse à scandale de l'époque qui suggéraient que le baron, en plus d'être un homme cruel, avait une tendance perverse envers les esclaves noirs, sous-entendant par là qu'il avait des relations sexuelles avec elles voire les violait. Rose frissonna, elle qui était d'origine antillaise et afrodescendante était une cible évidente pour cet esprit démoniaque pervers, ceci expliquait donc le rêve mais un élément était manquant, il lui avait murmuré qu'elle était la prochaine, cela voulait-il dire qu'il avait emprisonné une femme? Comme le stipulait la légende? Il n'y était inscrit nulle part que ce monstre avait eu des enfants, voire même une fille qu'il aurait soi-disant séquestrée. Puis Alice tomba sur un article très étrange qui disait qu'une esclave du baron, du nom de Leia avait volé le collier de mariage d'Agnès de Rambourg et que la rumeur disait qu'elle avait été emmurée vivante en guise de punition. Rose et Alice se regardèrent en tressaillant, le renflement dans le mur. C'était forcément cela. Le corps de la pauvre jeune femme qui avait soupiré de désespoir. Elles décidèrent qu'elles avaient suffisamment d'éléments pour faire une déduction plus que plausible et après avoir rendu les documents et quitté les lieux, elles contactèrent Awabel pour lui expliquer tout ce qu'elles avaient appris et obtenir son autorisation pour désémurer le corps de la pauvre femme.